Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. On va expliquer exactement où nous sommes. Et d'abord, vous êtes le président de la région des Hauts-de-France. Depuis 2015, vous l'avez gagné face à Marine Le Pen. Et vous avez choisi de nous recevoir au Louvre de Lens, donc dans votre région. Et c'est un endroit absolument sublime, magnifique, cette galerie du temps. On va évidemment parler de l'actualité, la vaccination, la crise, tout ce qui se passe, la pandémie. On va faire votre photoportrait comme dans toutes les émissions. Mais pourquoi vous avez choisi ce lieu ? Parce que c'est l'un des endroits que j'aime le plus dans la région et c'est aussi l'un des endroits qui me manque le plus. La culture, elle est comme d'autres secteurs confinés, alors que pour moi, c'est vraiment une priorité. La culture aurait dû aussi être une priorité, un bien de première nécessité. Et ça nous permet aussi aujourd'hui de retrouver un peu cette atmosphère avec une idée. Quand est-ce qu'on pourra revenir en famille? Quand est-ce que les scolaires pourront tous revenir? Ça fait trop longtemps que c'est fermé. Et regardez tout cet espace ici. Par rapport à une grande surface, vous ne pensez pas qu'avec une jauge limitée, avec un protocole de sécurité, on pourrait vraiment laisser la possibilité de venir? Parce que la culture, je vous l'ai dit, ça doit être une priorité. Et la culture, c'est ce qui fait qu'on est français. Et c'est ce qui me manque profondément. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement, peut-être que tout le monde ne connaît pas votre appétence pour la culture. Et je me disais, tiens, il y a un petit côté Jacques Chirac dont on découvre vers la fin de ses mandats, son adoration pour la culture, le Quai Branly. Et ici, vous nous dites le Louvre-Lens avec ses merveilles. C'est une façon aussi de vous découvrir un peu. Oui, peut-être. Peut-être que ce jardin personnel, qui n'est pas si secret que ça, c'est vrai que je ne l'ouvre pas si souvent que ça. C'est vrai que je ne laisse pas forcément, à part des proches, beaucoup rentrer dans ce jardin. C'est vrai ? Président de la région des Hauts-de-France, à quelques mois d'une élection, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'elle va se tenir, favori dans les sondages pour l'élection pour la présidence de la région Hauts-de-France, mais aussi favori à l'intérieur de votre famille politique au sens large pour une élection de 2022. Donc une personnalité dont on attend les réflexions, dont on attend la vision. Quelle est la situation, d'abord, dans votre région, sur les vaccinations? Aujourd'hui, le président de région que je suis a déjà proposé l'aide de la région à l'État, au directeur général de l'ARS, pour dire, dites-nous comment on peut vous aider à être plus efficace. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux questions principales qui sont posées. Combien de vaccins on a en France, dans les Hauts-de-France ? Combien de temps il faut, quand on a les vaccins, pour vacciner un maximum de gens? C'est ça les deux questions. Et justement, vous avez dénoncé le fiasco de la campagne vaccinale. Olivier Véran, jeudi soir sur BFM TV, a dit « Nous avons été trop défensifs, trop prudents, non pas par peur des anti-vax, mais par peur de décevoir ». C'est le début d'un mea culpa utile? Je crois qu'il était nécessaire de mettre tout ce sujet sur la place publique. Et je ne regrette en rien d'avoir justement utilisé ces mots et d'avoir fait des propositions dont certaines de ces propositions sont déjà acceptées ou en voie d'être acceptées. Parce que vous voyez, le vaccin, c'est l'espoir. Depuis le début, on sait que la bataille finale contre la Covid, ça passera par la vaccination. C'est avec la vaccination qu'on protégera les Français et qu'on pourra retrouver notre vie d'avant, la vie sociale, la vie économique, la vie culturelle. Et ça passe par les vaccins et on n'a pas le droit de se louper sur ce rendez-vous. Mais même si, attention, on sait qu'on ne sait pas si on transmet pas quand même le virus si on est vacciné, donc on peut être protégé par le vaccin, mais on peut le transmettre. Donc on continuera à porter des masques. Mais on est déjà protégé. Et vous avez raison de le dire, les gestes barrières vont continuer à s'imposer pendant des mois et des mois. Mais le vaccin, encore une fois, c'est cette victoire finale. Le vaccin, c'est cet espoir. Vous avez proposé, comme d'autres présidents de région, de vous fournir en vaccin. Comme à un moment donné, il y a eu ce problème des masques. Alors je voudrais qu'on écoute ensemble Jean Castex, qui a répondu à cette question. Je veux dire, toutes les bonnes volontés sont bienvenues, il n'y a aucun sujet. Simplement, la fourniture de doses vaccinales, vous le savez, fait l'objet de très fortes tensions au niveau mondial. Je ne suis pas certain donc que cette excellente intention, louable, des régions puisse se concrétiser à court terme. Vous n'allez pas y arriver? Non, là où les régions, comme les départements, comme les communes, on peut être le plus efficace, c'est pour la logistique. Ça peut être pour avoir plus de vaccinateurs, et notamment en formant. Je pense à des étudiants, en plus de l'ensemble des professionnels de santé, des pharmaciens aux côtés des médecins et nombre de professionnels, et puis aussi en ouvrant de nouveaux lieux de vaccination.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 sujets essentiels. Avoir le maximum de doses de vaccins et ensuite pouvoir vacciner le plus rapidement possible, le plus de Français possible, parce qu'on est dans une course contre la montre. Et là où les régions peuvent être les plus efficaces, c'est pour ça qu'on fait ces propositions, c'est pour réussir cette campagne, c'est notamment sur la logistique. Mais encore faut-il qu'on nous fasse confiance. Sur les doses de vaccins, pour tout vous dire, c'est vrai que je suis président de région, je suis aussi ancien ministre de la Santé. Évidemment. Et j'ai aussi des contacts dans le monde de la santé. J'ai pris contact personnellement avec des dirigeants d'entreprises pharmaceutiques qui m'ont confirmé que même s'il y avait des commandes aujourd'hui supplémentaires de la part de régions, ça ne pourrait pas intervenir avant la fin 2021 ou la fin 2022. C'est la raison pour laquelle j'ai poussé en début de semaine, j'ai pressé le gouvernement de passer des commandes supplémentaires et visiblement, c'est ce qui est en train de se passer. Soyons clairs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce bug? Pourquoi cette campagne de vaccination qui démarre si lentement? Et vous qui connaissez de l'intérieur cette administration, j'ai une question peut-être plus directe. Vous auriez été président de la République aujourd'hui, vous auriez dit « Allez du balai, mes équipes, là ça va pas, vous avez tout raté, sortez, on vous remplace ». Le chef, il ne se défausse pas sur les autres. Aujourd'hui, on sait que... Le chef, c'est Emmanuel Macron? Le chef de l'État, c'est lui par qui tout passe. En France, depuis un petit moment, c'est comme ça que ça se passe, mais là, on atteint un niveau qui n'a jamais été atteint. Il l'assume, il l'a dit lui-même. Et donc, derrière, toute la stratégie, que ce soit les masques, que ce soit les tests, que ce soit les vaccins, tout est passé par son bureau, par le fameux Conseil de défense qui a remplacé le Conseil des ministres. Quand j'ai vu l'autre jour cette opération d'hypocrisie où le président de la République, il était en colère, mais bon sang, il n'a rien découvert, c'est lui qui a tout validé. Tout validé. Et puis si jamais ça ne va pas... C'est l'opposant politique qui parle là ou je dirais c'est le citoyen d'abord là? Écoutez, ouais. Je peux vous dire ce qu'on veut, on n'enlèvera pas à ceux qui nous regardent et qui ne m'apprécient peut-être pas forcément de se dire oui c'est l'opposant. Oui mais l'opposition elle a un rôle. Parce que je suis intimement convaincu que si on n'avait pas eu début de semaine ces prises de position pour dire il faut que vous changiez tout, ça n'aurait pas changé comme ça a changé. Et ce qui était impossible la semaine dernière est devenu possible. De pouvoir vacciner notamment les plus de 75 ans qui ne sont pas en EHPAD. Ce n'était pas possible, c'est devenu possible. Bien sûr, c'est le bon sens, on a besoin de cela. Les professionnels de santé, ce n'était pas tout de suite, c'est tout de suite. Voilà ce dont on a besoin. Moi, ce que je reproche surtout, c'est que depuis le début dans cette gestion de crise, qui est loin d'être facile, j'ai eu à gérer des crises sanitaires qui n'avaient pas la même intensité que celle-ci. Sous l'autorité de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, ensuite on a connu le H1N1, j'ai eu à gérer ces crises. Rien n'est simple, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir le souci de dire la vérité et de jouer la carte de la transparence. Ils ont un problème avec la vérité. Regardez les masques. On nous aurait dit dès le début, on a un problème avec les masques, on n'a plus assez de masques en stock. Est-ce que là, c'est la même chose pour vous aujourd'hui? C'est la même chose, c'est la même chose qui se répète, c'est une erreur qui se répète et pour les mêmes raisons, on ne nous dit pas la vérité sur les vaccins? Sincèrement. Sur la gestion de crise par nature, elle plaît ou elle ne plaît pas. Mais ce qui s'impose, c'est la vérité parce que c'est ce qui fonde la confiance. Regardez les masques. On nous aurait dit, on a un problème avec les masques, on n'a pas été assez vigilant sur le nombre de masques qui n'a pas été renouvelé. Quand je quitte mes fonctions de ministre de la Santé, parce que certains ont essayé de me faire le procès, il y a 1,4 milliard de masques en stock. Et d'ailleurs, quand il y a la crise H1N1, Roselyne Bachelot n'a pas manqué d'équipements. Mais au fur et à mesure, il fallait les renouveler. Il nous aurait dit, on n'en a pas assez. Voilà la vérité. Mais on va s'organiser de façon à ce qu'on puisse en avoir le plus rapidement possible. On n'aurait pas été dans un mensonge d'État. Et là, sur les vaccinations, vous parleriez de scandale d'État comme Jean Rotner, le président de la région Grand Est, il a dit scandale d'État. On ne nous a pas dit au début que nous n'avions pas le nombre de doses nécessaires. Et au final, c'est la doctrine qui a été guidée par la pénurie. On nous aurait dit, voilà les commandes qu'on a fait. Et pour telle raison. Parce que nous pensons qu'il faut attendre un autre vaccin qui peut être moins cher. Les gens pourraient accepter ou pas, là, c'est à chaque fois on infantilise les Français. Et puis après, cette transparence qui est importante. Et là, enfin, nous avons des tableaux qui nous sont communiqués. Donc, la première des choses, si on veut encore améliorer les choses et encore accélérer, il y a le fait d'augmenter le nombre de doses disponibles. Ça, le gouvernement a commencé dans cette direction. Il doit passer des commandes supplémentaires, encore et encore. En dehors de l'Europe? Bien sûr. Et à n'importe quel prix? Bien sûr. C'est ce que vous dites? Bien sûr. Bien sûr. Parce que la santé n'a pas de prix. Parce que la santé n'a pas de prix. Et à ceux
à qui l'économie parlerait plus que la santé, il doit quand même y en avoir, cela, il faut qu'ils comprennent que c'est un excellent investissement. Et après, il y a aussi un autre sujet. Je pense que le président de la République a voulu ménager tout le monde, les pro-vaccins et les anti-vaccins. Et du coup, on a accordé trop d'importance à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, alors que la réussite de la stratégie vaccinale reposera sur ceux qui sont prêts à se faire vacciner. Je vous dis ça, jouons carte sur table. Moi, je suis un pro-vaccin. Et dès que ce sera possible, je me ferai vacciner. Mais si on s'appuie sur ceux qui sont prêts à se faire vacciner, plus de 50% de la population, mais le succès est garanti, parce que celui qui s'est fait vacciner, je suis désolé, ça va être un ambassadeur de la vaccination. Oui, Et puis vous savez ce qui nous manque? Des campagnes de communication, grand public, pour expliquer justement l'avantage qu'il y a à se faire vacciner, la pédagogie sur le bénéfice-risque. Beaucoup de grands médecins l'ont fait cette semaine, avec Olivier Véran à leur tête. Il y a trop de monde qui s'exprime sur le sujet. Alors là, on a une cacophonie qui est institutionnalisée, pardonnez-moi, dans tous les médias, mais il y a trop de monde qui parle. Il devrait y avoir sur tous ces sujets une personne qui est habilitée à parler, mais pas 36 000. Comment voulez-vous qu'on puisse s'y retrouver? Et donc, on aurait une communication qui serait mieux établie, qui serait clarifiée, beaucoup plus cohérente. Mais bon sang, ce serait plus facile pour les Français pour se faire leur opinion. Et vous avez confiance dans les équipes d'aujourd'hui pour continuer, pour réussir? Vous pensez qu'on va redresser la barre là-dessus? Bon, si vous me demandez comment on ferait, moi j'aurais préféré, en termes de logistique, qu'on fasse appel à l'armée, plutôt qu'à un cabinet d'études américain qui nous prend je ne sais pas combien de millions d'euros. Parce qu'on a ce qu'il faut en France. À partir du moment où le décideur ne considère pas que l'intendant suivra, mais à partir du moment où le décideur comprend que la logistique, que l'intendant, c'est prioritaire, que toute politique doit se faire à hauteur d'hommes et de femmes, mais on a ce qu'il faut en France. Mais regardez ce qui s'est passé pour Notre-Dame. On n'a pas été chercher un consultant extérieur, on a pris un général. Général Georges Lain, il a son caractère, mais au moins ça tourne et ça avance. Il aurait fallu un général sur les vaccins. Moi je trouve que oui, et puis on a un service de santé des armées qui sait faire. On a en termes de logistique, notamment pour les vaccins qui vont arriver, un réseau complet. Ça s'appelle des pharmaciens. Ils sont 22 000 sur le territoire. Il ne s'agit pas de vacciner que dans les pharmacies, bien évidemment, mais on a des atouts. Mais il faut faire confiance. Et puis, il y a 36 000 acteurs. C'est les maires. Il faut bosser davantage avec eux. Revenons sur la pandémie, parce que la situation n'est pas rassurante. Cette nouvelle variante britannique, nous sommes dans une région quand même très proche du Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez qu'il faudra bientôt un nouveau confinement ? C'est aussi pour ça que je veux une course contre la montre. Et que la vaccination aujourd'hui, ça doit être la priorité nationale. La priorité nationale. Parce que nous avons la variante anglaise, peut-être la variante sud-africaine, et que nous allons avoir besoin, c'est vrai, d'accélérer la vaccination et peut-être d'avoir d'autres moyens de protection. Je vous donne un exemple très précis. Le conseil régional gère les lycées. Il est question avant la fin du mois que les cours ne se fassent plus en semi-présentiel, mais à nouveau totalement en présentiel. Ça me semble aller à contre-courant de la tendance à venir. Je n'ai pas les informations dont dispose le président de la République. Il est le seul, en Conseil de défense, à avoir des informations scientifiques, et c'est en fonction de ça qu'il prend ses décisions. Donc vous dites plutôt grande prudence, et s'il le faut, parce que Jean Castex a dit éventuellement, je ne peux exclure que nous ayons à prendre des mesures nationales supplémentaires si nous en avons besoin, vous direz, ok, s'il faut confiner plus, il faut le faire. Si c'est nécessaire, oui. S'il faut un couvre-feu pour éviter justement que le virus ne reprenne davantage, oui, il faudra le faire. Sans hésiter. Je n'ai jamais hésité d'ailleurs à reconnaître le bien fondé de mesures. La seule chose que je demande, c'est qu'on nous explique sur quel fondement on prend les décisions. Et je parlais de la transparence. Que ce soit pour nos cafés, nos restaurants, nos établissements de culture, les gens sont prêts à comprendre, mais ils veulent savoir sur quelle base on se fonde. Et ces éléments-là, le gouvernement, le président les ont. Il faut les communiquer. Mais qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui pour tous ces secteurs, justement sur le plan économique, qui ont appris hier que ça n'allait pas rouvrir le 20 janvier, que ça n'allait pas rouvrir dans le secteur de la montagne cette semaine, mais pas avant le 1er février, dans le meilleur des cas. En un mot, est-ce que le gouvernement fait assez? Qu'est-ce que vous feriez? Sur le plan économique, je trouve que les mesures qui ont été prises sont meilleures qu'un certain nombre de mesures sanitaires. Parce qu'il faut savoir qu'on aura besoin de retrouver cette économie. Par contre, je vous parlais encore une fois de la transparence et de la confiance. Vous
pouvez m'expliquer pourquoi un restaurant assez vaste est fermé quand mes cantines scolaires sont ouvertes? Oui, mais alors vous me dites, Pourquoi vous les dites qu'il y a restaurants un instant, d'entreprise? il faut prendre toutes les mesures de précaution. Il y a une étude d'Arnaud Fontanet du Conseil scientifique qui a établi que dans les restaurants et les cafés, malheureusement, ce sont des endroits de rencontre Non, dans lesquels le ne virus faites pas circule. faisons pas la confusion. Un café où vous êtes debout, vous avez du mal à respecter les gestes barrières. Un restaurant qui est capable de s'adapter avec la protection, expliquez-moi en quoi il est plus dangereux qu'un restaurant d'entreprise ou qu'une cantine scolaire qui est un self, où on se suit les uns après les autres. Encore une fois, s'il y a des mesures à prendre, il faut les prendre. On passe au photoportrait. Xavier Bertrand, vous êtes né le 21 mars à Chalon-sur-Marne, d'un père guichetier de banque qui devient cadre supérieur. Vous avez vécu un temps en HLM à Saint-Quentin, une ville à laquelle vous êtes resté fidèle et dont vous avez été maire pendant 6 ans. Vous avez 4 enfants. Et Xavier Bertrand, on n'a pas de photos de vous, jeune. Nous n'avons pas trouvé des photos anciennes. Et vos équipes, comme on le fait, parce qu'on le demande à chacun de nos invités, nous en ont pas donné. Alors moi, c'est très simple. La question, elle est... vous n'avez pas envie de vous exposer. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie de montrer, de raconter qui vous êtes? Vous êtes à la tête d'une région de 6 millions de personnes. Vous n'avez pas envie de raconter qui vous êtes? Alors déjà, ces photos d'enfants jeunesse, c'est un peu ma mère qui en est la dépositaire. Des albums qui sont chez eux. J'ai grandi à Troyes. On est resté à Troyes jusqu'à l'âge de 12 ans, je crois, 12-13 ans, et c'est ensuite qu'on est venu à Saint-Quentin. Mes parents, eux, par des mutations professionnelles de mon père, en sont repartis. Moi, je suis resté. Je suis resté et je suis Saint-Quentinois. D'ailleurs, je n'habite pas à Lille, j'habite Saint-Quentin parce que c'est ma ville et je suis charnellement lié à cette ville de Saint-Quentin. Mais c'est vrai aussi que j'estime beaucoup que pour un responsable politique, on veut savoir quels sont ses choix et que la partie privée, elle intéresse forcément moins. C'est peut-être aussi une façon, comme on l'a dit tout à l'heure, de dire que ce jardin est plus privé. Mais je comprends qu'on pose des questions, ouais, je le comprends. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent que vous êtes obsédé par le contrôle de votre image, que non, ça, vous êtes... j'ai passé l'âge, ça. que vous êtes rompu officiel de la com et donc du coup, vous voulez tout contrôler, vous ne voulez pas vous montrer vous-même. J'ai été comme ça à une époque. J'ai été comme ça à une époque. Ah. Oui, notamment dans mes fonctions ministérielles et autres, parce que vous voyez, je ne suis pas dans les codes habituels. Je n'ai pas fait les grandes écoles parisiennes, je ne suis pas parisien. Je pense que je n'en nourris aucun complexe, mais j'ai essayé de me fonder dans le moule. Mais c'est vrai qu'à une époque, j'ai enfilé le costume du jeune politique, très ambitieux, à qui les choses réussissaient. Mais au final, je crois que je suis mieux aujourd'hui. On a quand même quelques images, quelques photos. Militant depuis l'âge de 16 ans au RPR, ouais. Vous devenez ensuite attaché parlementaire du sénateur de l'Aisne, Jacques Braconnier. On vous voit à ses côtés auprès de Jacques Chirac en 1998. C'est pour Chirac que je m'engage en politique en 81. Justement, c'est une parenthèse politique avant de devenir agent d'assurance quand vous commencez à travailler. Mais vous l'évoquiez il y a un instant. Vous avez suivi une formation de droit et sciences politiques à l'université de Reims. Mais vous n'êtes pas du Sérail, vous n'êtes pas des grandes écoles, vous n'êtes pas énarque. Bon, vous avez prononcé le mot complexe. Oui, pour vous dire que. Dit, hein. Oui, mais pour vous dire que après mûre réflexion, j'ai pas de complexe et moi j'ai pas d'esprit de revanche, pas du tout d'esprit de revanche. Je suis posé la question, certains m'ont dit mais ça t'a complexé, tu dois avoir cette volonté, cette rage. Non. Non. C'est la réussite concrète qui vous fait avancer. Oui, c'est pas la réussite. Je trouve que ce qui donne un sens, c'est d'aider les gens. D'aider les gens. J'ai retrouvé dernièrement premier document de campagne, la première fois en 98. Et j'avais un message de 98, première cantonale sur mon nom. C'était vous aider, vous aider. Et au final, c'était ça, l'idée de départ. Et je pense que je retrouve ça. Vous voyez, il y a cette phrase de Nicolas Domnac, mon confrère, dans un des portraits de vous, qui dit « Enfant du peuple que la morgue des élites finit par doper ». C'est ça votre moteur? Non, je vous dis, à un moment donné, peut-être, mais aujourd'hui, non. Alors, 2 figures politiques, vous en marquez. La première, c'est Philippe Séguin, avec lequel vous faites la campagne du non, en 1992, lors du référendum du traité de Maastricht. Et votre autre mentor, c'est Jacques Chirac. En 2002, ils font de l'UMP et vous êtes député de l'Aisne. Philippe Séguin, Jacques Chirac, c'est ce qu'on a appelé aussi la droite sociale. C'est vous l'héritier, vous voulez vous en présenter comme ça? C'est une droite humaniste, une droite qui croit à l'homme, qui pense que
Il faut aider ceux qui ont des projets, aider ceux qui ont des problèmes, laisser personne au bord de la route. Alors peut-être aussi que c'est parce que je suis élu ici, dans les Hauts-de-France, à Saint-Quentin, où il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui réussissent pas, des gens qui vont bien, des gens qui vont pas bien. Et vous devez justement chercher à les rassembler tous, à s'occuper justement de chacun. 81, je m'engage en politique, je m'intéresse à la politique, la campagne présidentielle, l'énergie de Jacques Chirac. L'énergie de Jacques Chirac. En 1981. En 1981. Philippe Séguin, la photo que vous avez montrée, c'est celle à Saint-Quentin, le grand meeting de campagne, le dernier à Saint-Quentin, avant la Sorbonne. Et ce débat... Le débat avec François Mitterrand. Avec François Mitterrand. Et là, sur Maastricht, on a prévu cette réunion publique, on pense qu'il y aura 300, 400 personnes. Il y a 1000 personnes. Heureusement qu'à l'époque, on était moins regardant sur les conditions de sécurité. Il y avait des gens partout. Il y avait des gens partout. Et il a fait un discours qui... Il ne cherchait pas la facilité dans les discours. Il était sur la pédagogie, il avait une véritable vision. Et là, il s'est passé quelque chose, un souffle. Je prenais la parole pour mon premier meeting, l'une des premières fois, assez intimidé par rapport à un personnage comme Philippe Séguin. C'était l'anniversaire de sa disparition, voilà quelques jours. Cette semaine, oui. Sacré monsieur qui manque à la politique française. Ensuite, vous êtes de tous les gouvernements. 2004, secrétaire d'État chargé de l'assurance maladie avec Jean-Pierre Raffarin. 2005, ministre de la Santé et des Solidarités. On vous voit d'ailleurs avec votre directeur de cabinet d'alors, un certain Jean Castex. Hein. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu, vous décrochez un ministère du Travail élargi, vous êtes envoyé en mission par le chef de l'État pour diriger l'UMP avant de revenir dans le gouvernement de François Fillon. Au passage, en 2010, vous devenez maire de Saint-Quentin. Les habitants vous doivent la plage de Saint-Quentin, cet ancêtre de Paris-Plage. La première en Exactement. France à l'époque, une grande fierté. Et l'origine de cette plage, c'était pour les enfants qui ne partaient pas en vacances. Plutôt que d'être au pied des immeubles, parce que la plage chez nous, elle est à 150 km, très belle plage, du Nord comme l'on dit, ou de la baie de Somme. Et j'avais eu cette idée. Et elle a vécu jusqu'à cette année, parce qu'on n'a pas pu la refaire, et elle a offert du bonheur à des centaines de milliers de jeunes chaque année. Je suis effectivement très fier. Dans le bilan, c'est le social. C'est très clair. Vous voulez en faire un atout dans les Hauts-de-France, vous en faites un atout. Et au niveau national aussi, soyons clairs, c'est une façon d'aller chercher les électeurs de gauche. Moi, je sais que vous parlez avec un Arnaud Montebourg, avec un Jean-Claude Mailly qui vient du syndicalisme, avec d'autres personnalités de tous horizons. Ça veut dire quoi ? C'est quoi le projet derrière ? C'est quoi, je sais pas, la vision derrière ? Aujourd'hui, on a un besoin comme jamais de protéger et de réconcilier. De protéger les Français, ça passe par le social, pas seulement. C'est aussi toute la question de la sécurité, le respect de l'autorité. Mais il faut vraiment qu'on ressoude notre pays. Ça, c'est pour moi quelque chose d'incontournable. Peut-être que c'est dû aussi, là où je suis élu, puis les conditions de mon élection en 2015, où j'ai vu, au soir du premier tour, pour éviter que l'extrême droite ne l'emporte, face à Marine Le Pen, la gauche s'est retirée. La gauche, Pierre de Saint-Ignon, qui décide l'accord de Martine Aubry, de Daniel Percheron, de dire, même si Bertrand, ce n'est pas notre tasse de thé, on ne veut pas que ce soit Marine Le Pen, donc on demande de voter pour Xavier Bertrand. Et ils l'ont fait. Et derrière, il n'y a pas eu de négociation, pas de pourparlers, rien du tout. Mais ils l'ont fait avec cet esprit républicain. Et ça m'a aussi profondément marqué. Et quand vous êtes élu en plus face à Marine Le Pen, vous devez comprendre une chose. C'est que vous n'êtes pas élu en ayant des comptes à rendre d'une certaine façon à ceux qui ont voté pour vous au premier tour. Vous êtes le président de tous. De ceux qui vous aiment, de ceux qui ne vous aiment pas. De ceux qui ont voté pour vous, mais aussi de ceux qui n'ont pas voté pour vous. Ça veut dire rester fidèle à ses idées, mais ça veut dire aussi rassembler. Chercher à réconcilier encore et encore. Mais pardon, Xavier Bertrand, vous savez que le créneau est de gauche et de droite, ni de gauche ni de droite, tout ça, c'est déjà pris. Ouais, c'est déjà pris par Emmanuel Macron qui dit ça. Mais tout ça, c'est juste des phrases. Moi, je suis un homme de droite. D'une droite sociale, d'une droite humaniste, d'une droite de rassemblement. Et puis après, il y a quand même beaucoup de choses, parce que le fameux « en même temps » dont vous parlez, c'est celui qui fait commettre des erreurs tragiques, c'est celui qui paralyse. C'est ce qui vous empêche de réussir le début de la vaccination, parce que vous ne voulez déplaire à personne. En politique, si vous cherchez à plaire, laissez tomber. Vous devez assumer vos responsabilités, respecter chacun, ne piétiner personne, mais en revanche, décider et avancer. Je vais jusqu'au bout. C'est ce fameux « en même temps »
qui fait qu'on ne peut pas, clairement, jouer la carte de l'autorité et mépriser l'attitude des policiers quand vous voyez ce que le président de la République avait dit dans son interview à Brut. Ce « en même temps » aujourd'hui, je pense que c'est l'une des principales sources de nombre d'erreurs du président de la République. Encore une fois, ce n'est pas du tout la même chose que de chercher à rassembler et de vouloir plaire à chacun ou ne déplaire à personne. Nicolas Sarkozy, c'est une autre rencontre primordiale dans votre carrière politique. Avec Rachida Dati, vous êtes son porte-parole en 2007. Vous avez été son ministre pendant 3 ans, pendant son quinquennat. Aujourd'hui, vous lui parlez? Quel rôle il joue? Est-ce qu'il vous soutient? Est-ce qu'il vous donne des conseils? Ou est-ce que... Quelle relation vous avez? Oui, on a un vrai dialogue. Je pense que vous parliez de conseils. Il a une expérience d'ancien chef de l'État. Il a aussi un regard sur l'international que peu ont. Ouais. Je revois prochainement encore. On parle de sujets clés comme la question de la Turquie. On a la même position, lui et moi, depuis des années et des années. C'est-à-dire non à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Ce n'était pas si facile que ça dans notre famille politique à l'époque. Alors que Jacques Chirac était pour, en l'occurrence. Sur la question aussi de l'importance de la sécurité, de l'autorité. Il l'a incarné en tant que ministre de l'Intérieur. Il a aussi voulu le faire en tant que président de la République. Et donc, je teste aussi des idées auprès de lui, comme auprès d'autres. Il parle quand même avec Emmanuel Macron très souvent et on a le sentiment qu'ils ont une bonne relation. Bon, ça vous gêne pas, ça vous choque pas, ça vous ennuie pas? Vous voulez que je vous dise une chose? La réalité de leur rapport, je pense qu'il n'y a que Nicolas Sarkozy qui pourrait vous en parler. C'est-à-dire? Elle n'est pas si extraordinaire, c'est ça? Demandez-lui. Vous l'avez interviewé dernièrement, vous aurez l'occasion de le refaire certainement. Oui. Alors, on continue le portrait. En 2015, vous faites le pari du local, de la région des Hauts-de-France. Vous êtes élu face à Marine Le Pen, on l'a dit. Et très vite, vous arpentez le territoire. Vous sortez des bureaux, vous sortez de l'hôtel de la région, en bus, en voiture, en camion, à portée d'engueulade, c'est votre expression. Toujours le premier sur place. Là, en camion. Enfin, là, on est sur le parking parce que j'ai mon permis. Je passais à l'armée en faisant mon service militaire. Mais comme il faut refaire des visites médicales, je dis ça pour ceux qui aussitôt voudraient sauter sur les réseaux sociaux en disant « Mais comment ça se fait? Est-ce qu'il a son permis à jour ?» J'ai mon permis. Il aurait besoin d'une visite médicale pour repasser. Mais à l'occasion d'une porte ouverte d'un transporteur, c'est avec grand plaisir. Je me suis aperçu que ça ne se perd pas. Vos adversaires disent vous agitez beaucoup. Mais c'est seulement de la com. Il y va, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'ils aillent demander aux salariés d'Ascoval. Les salariés d'Ascoval, vous savez, c'est Acéry. À l'époque, il y avait un véritable cynisme d'État. On laissait cette entreprise s'enfoncer en se disant elle fermera. On s'est battu. Non. Les salariés se sont avant tout battus. Les élus locaux, on a porté ce combat et on a même réussi à faire changer d'avis l'État, le gouvernement. Et aujourd'hui, cette Acéry, clairement, elle a de l'avenir et elle continue à tourner. Ce sont des combats comme cela. Il y a aussi eu des échecs parce que parfois on n'a pas réussi à trouver de repreneurs, mais il y a un principe, vous devez vous battre. Et aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est de savoir, au-delà des opinions politiques, est-ce que vous vous battez pour nous, oui ou non? Si on a un problème, si on a un projet, on peut compter sur vous, oui ou non? C'est ça aujourd'hui qu'il y a. Mais on ne réussit pas toujours, c'est ce que vous dites. On ne réussit pas toujours, mais il faut aussi expliquer pourquoi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la vérité, dire la vérité. Quand vous avez notamment le dossier Bridgestone, où vous avez notamment les gens de chez Bridgestone qui ont une attitude inqualifiable, à mon sens. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les salariés, qui ont menti aux élus, qui ont menti au gouvernement en disant « mais non, ça ne fermera pas » et qui prennent cette décision. Là, je dois aussi engager ce bras de fer pour qu'on puisse obtenir le maximum pour trouver un repreneur, recréer de l'activité et permettre à ces salariés de rebondir. Donnez-moi une mesure de ce que vous avez fait comme président de région, je ne sais pas, qui pourrait s'appliquer au niveau national. Ce que l'on a fait certainement avec Proche Emploi, c'est 20 000 personnes qui auront été remises en emploi, je ne joue pas sur les mots, grâce à un dispositif régional. On pourrait le mettre en place. D'autre part, l'aide au transport. Quand vous travaillez dans la région, que vous devez prendre votre voiture pour aller travailler, la région vous aide financièrement. 240 € par an. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas forcément à la région de le faire, mais on l'a fait. Je vous donne un autre exemple parce que je crois beaucoup qu'il faut aider le pouvoir d'achat de ceux qui bossent et de ceux qui veulent bosser. Dans la région, si vous voulez retravailler et que vous n'avez plus de voiture, on vous met à disposition une voiture pour 1 € par jour pour vous remettre le pied à l'étrier. Ça, ce sont des idées que l'on pourrait généraliser. Et on a même payé des chèques vacances à ceux qui avaient travaillé pendant toujours cette valeur travail,
pendant la crise du Covid, mais pour lesquels l'État et l'employeur n'ont pas versé d'aide. Parce que le merci, ça ne suffit pas. Et en plus, l'avantage d'un chèque vacances, c'est que cet argent-là, je le retrouve dans l'économie, parce que ça permet l'hôtellerie, la restauration, quand ils étaient ouverts, d'avoir justement des gens qui consomment. Et d'ailleurs, tiens, cette idée de chèque consommation ou de chèque vert, je pense qu'il faudrait la développer au niveau national, parce que si nous voulons que l'ensemble de nos concitoyens s'investissent davantage dans la cause écologique, il faut pouvoir le faire. Il ne faut pas que ce soit réservé à ceux qui ont les moyens. Moi, ces chèques verts, j'y crois beaucoup. Je pense que l'État devrait le faire, notamment toujours dans ce contexte Covid et après Covid. Et si l'État ne le fait pas, je le ferai moi-même au niveau du Conseil régional des Hauts-de-France. Vous êtes optimiste? Les sondages vous donnent très bien placé? Mais vous savez, si j'avais écouté les sondages à chaque fois, la fois dernière, je n'étais pas élu. C'était Madame Le Pen qui devait l'emporter. Et c'était écrit... Ah non, non, ne me dites pas que vous ne regardez pas les non. sondages. Hein. Attendez. C'est pas ce que je vous dis. En général. Hein. Je tiens à vous dire, ne réécrivons pas l'histoire. Tout le monde disait... Oui. Je suis allé dans cette campagne parce que j'aime cette région qui était nouvelle en train de se constituer. Et puis j'avais aussi le sentiment, parce que depuis le début de mon engagement politique, en 98 sur ma première élection, j'ai toujours été opposé au Front National, qui en 2012 m'avait placé sur la liste noire où les Le Pen avaient dit il vaut mieux voter socialiste que de voter pour Bertrand. Et ils avaient passé ce mot d'ordre. Et si je suis opposé à eux, c'est parce que je sais ce dont ils sont capables. De tout, de toutes les manipulations, de toutes les fake news. Et je sais ce dont ils sont incapables, d'apporter des solutions aux gens. Vous savez, je pense qu'en politique, quand vous attaquez aux raisons de la colère, quand vous attaquez aux raisons de la misère, quand vous sortez les gens de leurs difficultés, quand vous apportez des solutions, ils ont moins de raisons de voter pour les extrêmes. L'extrême droite n'a besoin que d'une chose, c'est que la France et les Français aillent mal. Moi, je fais tout pour que les choses aillent mieux. Ça fait une différence singulière. En décembre 2017, je continue votre portrait, vous quittez le parti Les Républicains, dirigé à l'époque par Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, vous repartez à la conquête, à la reconquête de votre famille politique. Vous êtes en train de leur, je sais pas quoi, d'essayer de les reséduire. Je suis pas un excellent danseur et la danse du ventre, c'est pas forcément, si j'ai du ventre, c'est pas forcément mon genre de beauté. Non, c'est pas ça. J'ai quitté ma famille politique parce que il y a eu la décision en 2017. En 2017, sans hésiter, pour les raisons que je viens de vous expliquer à l'instant, peut-être parce qu'ici je suis le premier rempart contre l'extrême droite de Madame Le Pen, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron au deuxième tour pour éviter que Madame Le Pen ne l'emporte. Et ma famille politique n'a pas voulu prendre cette décision officielle. Et pour moi, ça a été un marqueur. D'autre part, je pense que jamais la droite à laquelle je crois, que j'incarne, ne pourra aller sur le terrain de l'extrême droite. C'est en les combattant, en apportant des solutions aux gens qu'on fera reculer les extrêmes, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, quand je quitte, c'est pour ces raisons. Et puis, il y a aussi ce fait que je vais être totalement libre et n'avoir des comptes à rendre encore une fois, qu'aux 6 millions d'habitants de la région. Les dictats des bureaux politiques et autres, non. En revanche, c'est vrai que mes amis, beaucoup de mes amis sont au sein de LR, au sein de l'UDI, et que même au sein de mon conseil régional, c'est aussi aujourd'hui avec les centristes et les gaullistes de LR que je dirige la région. Depuis que vous apparaissez comme crédible, comme sérieux dans les sondages, je l'ai dit tout à l'heure, Emmanuel Macron a séduit plusieurs de vos proches. Jean Castex, qu'on a vu à vos côtés, Gérald Darmanin. Écoutez comment vous parliez de lui il y a quelque temps sur le plateau de BFM TV et comment moi je l'ai interrogé sur vous et sur Emmanuel Macron, parce que quelque part on voit un duel qui se dessine, on va y revenir, c'est pas sûr, hein, mais enfin il se dessine, on écoute. Il faut aussi qu'on arrête de le rendre responsable de tout, des tensions dans le pays. Parce qu'il est là depuis quelques mois. Le seul qui soit là depuis le début de ce quinquennat, c'est le président de la République. J'ai de l'amitié pour Xavier Bertrand. Je ne renie rien de mon parcours avec lui. Je suis ministre du gouvernement du président de la République et je trouve qu'Emmanuel Macron est un grand président de la République qui fait face à des événements extraordinaires avec un sérieux et un goût de la France, je crois, inégalé. Et donc évidemment que si le président de la République, Emmanuel Macron, était candidat à sa réélection, je le soutiendrai et avec vigueur. Lui, c'est mon ami. Mais c'est intéressant ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que le président de la République a un goût de la France. Il n'est pas le seul. Il faut avoir le goût des Français. Et je pense qu'il est temps que les Français aient un président qui s'occupe d'eux, vraiment, et avant tout. C'est pas le cas. Et qui les comprenne. Et il y a toute une France
pas seulement une France rurale, une France qui va pas bien, une France qui, même en travaillant, a des difficultés de fin de mois, il les comprend pas. Il les comprend pas. C'est pas facile, hein. Je dis pas que moi je sais tout, je comprends tout, mais il faut bien comprendre aujourd'hui, encore une fois, que vous devez être le président des gens qui vont bien et des gens qui vont pas bien. Les deux ensemble. Mais il y a de la compétition quand même là-dessus, hein, puisque à 16 mois de la présidentielle, dans votre famille politique au sens large, Valérie Pécresse, que vous connaissez bien, Rachida Dati, qui est en vie, Philippe Juvin, le médecin, le chef de service de Pompidou, qui a été très présent pendant l'épidémie de la Covid, Bruno Retailleau, le président du groupe. Bien tant mieux, vous savez pourquoi? Parce qu'il faut une équipe pour réussir. Il faut une équipe pour redresser le pays aussi après 2022. Quelqu'un tout seul, même très intelligent, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas avec une équipe de la famille politique des Républicains, mais aussi élargie, avec des gens qui ne viennent pas forcément de la politique, si vous n'êtes pas capable d'avoir cette équipe pour apaiser, réconcilier et redresser, vous ne pourrez pas réussir. L'homme tout seul, l'homme providentiel, ça n'existe pas. Vous leur dites quoi? Venez avec moi quand je serai candidat, ou bien... Je viens de vous dire à l'instant, beaucoup de talent. D'accord, mais enfin, il y aura un moment où il va falloir y aller, départager, etc. Je crois que vous ne voulez pas la primaire. Non, mais vous êtes bien placé dans les sondages. Pourquoi? Vous avez peur de la primaire? Parce que je ne veux pas de filtre entre les Français c'est eux et qui une vont candidature. Voter dans une primaire. Non, parce que dans une primaire, ce sont ceux qui sont liés à un parti politique, à une famille politique. Je vous l'ai dit, la famille des Républicains, c'est celle où j'ai le plus d'amis, le plus de proches, bien évidemment. Mais je ne veux plus de ce filtre. Et puis j'avais quand même le sentiment, après les dernières élections, dans tous les partis politiques, que tout le monde en était revenu de la primaire. Beaucoup d'électeurs, et moi aussi j'en suis revenu. Dans les images de la semaine, on va les voir ensemble et on va pouvoir effectivement en parler et revenir sur notre actualité aussi. L'invasion, l'insurrection à Washington du Capitole, des images absolument inimaginables. C'est la version américaine des Gilets jaunes ? Attention, parce que sur la question des Gilets jaunes, on a beaucoup parlé des Gilets jaunes, notamment de ceux qui s'en sont pris à l'Arc de Triomphe. C'est pas parce qu'ils portaient un gilet jaune qu'ils portaient les aspirations des Gilets jaunes. Attention. Les Gilets jaunes, c'est aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais basculé dans la violence et qui exprimaient le fait que, même en bossant, ils n'arrivaient pas à s'en sortir, pas de perspective pour leurs enfants. Mais ça, ces images-là, c'est Trump qui est responsable de tout ça. Il est responsable de tout ça. C'est lui qui a créé cette tempête. On en parle peu, je trouve, des morts. Il voulait certainement, M. Trump, rentrer en politique pour rentrer dans l'histoire. Avec ça, il est sorti de l'histoire. Donald Trump est sorti de l'histoire avec cela. C'est-à-dire que le fait de dire n'importe quoi, de raconter lui-même des fake news, je pense que ça montre que la parole d'un président de la République, c'est quelque chose d'extrêmement important. Lui, il a dressé les gens les uns contre les autres pendant toute sa fonction et avec ce résultat final. Et les réseaux sociaux ont joué un rôle. Là, aujourd'hui, il est interdit de Facebook, de Twitter. Son compte est interdit. C'est la bonne manière? Et eux, ils sont en train de se rattraper à peu de frais et un peu tard. Là, vous savez, dans les années qui viennent, nous aurons la question essentielle de la régulation et peut-être du démantèlement de certains de ces GAFAM. Ça fait planer sur nos têtes une menace démocratique sans pareil. Expliquez-moi pourquoi Twitter, quand il y a un ancien Premier ministre de Malaisie qui, sur Twitter, menace les Français, qu'il faut des heures et des heures pour qu'il retire ça. Quand vous voyez aujourd'hui que quand il y a des appels à la haine, quand il y a justement l'imam Google qui permet justement de recruter et qu'il ne se passe rien, Twitter fait une demande justement pour enlever justement un compte ou fermer un compte, mais vous allez attendre pendant un siècle la réponse. Et même si Facebook France fait un peu plus d'efforts, mais regardez... Donc il faut réguler, il faut être autoritaire. Mais bien sûr. Mais on ne peut pas l'être seulement au niveau national. Pourquoi en France on ne pourrait pas? Pourquoi on n'imposerait pas justement l'obligation, mais beaucoup plus que ce que veut faire timidement la prochaine loi, de dire très clairement qu'on ne peut pas vous menacer, qu'on ne peut pas mettre votre vie en danger et que dans ces cas-là, ça doit être coupé aussitôt et que si tel n'est pas le cas, mais la sanction, elle est gigantesque. L'autre image, aujourd'hui, 6e anniversaire de la vague terroriste qui a frappé la France en 2015, Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercachère. Vous êtes très critique contre Emmanuel Macron sur le régalien. Dans ce domaine,
les macronistes, ils vous répondent que vous non plus, vous n'avez jamais eu de responsabilité dans le domaine du régalien. Ce sont beaucoup de mots, vous êtes critique, mais en fait, quelle preuve vous avez de votre action dans le domaine? Si c'est en termes de sécurité, c'est vrai que je n'ai jamais été ministre de l'Intérieur, c'est vrai, mais que là où j'ai exercé, que ce soit à Saint-Quentin, j'ai toujours fait de la sécurité une priorité. Que ce soit en termes police municipale, d'armement, d'effectifs de police municipale, d'armement, de sécurité dans les lieux publics, y compris dans les halls d'immeubles, de vidéoprotection. Et j'essaye de faire la même chose à la région dans le peu de compétences régaliennes qui sont les nôtres. Et c'est la raison pour laquelle je suis force de proposition. C'est la raison pour laquelle je demande qu'il y ait une confiance appuyée à nos forces de l'ordre. C'est la raison pour laquelle je demande que la justice se mette réellement à appliquer les décisions de justice. On a aujourd'hui un État qui n'est pas craint par les délinquants. Et on n'a pas le droit aujourd'hui de se montrer faible avec ceux qui sont forts parce qu'ils sont armés ou parce qu'ils font régner la loi sur certains territoires. Ce sont des mots. Regardez, c'est Gérald Darmanin, votre ami qui est ministre de l'Intérieur. Il y a des réalités, il y a des contraintes, il y a le respect des libertés, il y a des difficultés. Est-ce que ce ne sont pas des mots de votre part? Est-ce que ce n'est pas juste de la politique au sens pas toujours très noble? J'aurai l'occasion d'expliquer qu'en exerçant les responsabilités, ça sera totalement différent. Que ce soit sur le soutien aux forces de sécurité, que ce soit sur l'action de la justice, que ce soit en luttant contre l'islamisme, parce que cet hydre est toujours là, et qu'on n'a pas le droit de faire preuve de naïveté. Ça, vous voyez, je pense que c'est le combat de la décennie qui vient. Rien n'est simple, rien ne se fera simplement parce qu'on a fait preuve de naïveté. Mais surtout, ces islamistes, il faut les débusquer. Il faut aussi les mettre hors d'état de nuire. Tel Krief, ça sera eux ou nous. Je vous donne un exemple. Vous proposez, vous dites que si des pays ne veulent pas accepter leurs ressortissants expulsables, on supprime tous les visas, y compris pour les dirigeants. Bien sûr. Alors attendez, concrètement, s'il y a des Marocains, des Algériens, c'est-à-dire des pays très proches de nous, vous supprimeriez les visas des dirigeants algériens, des dirigeants marocains, des dirigeants tunisiens pour venir en France? Sans hésiter. Et vous savez ce qui va se passer? C'est qu'aussitôt, eux vont changer d'attitude. Nous sommes dans une époque où on peut se dire que c'est quand même dommage que le rapport de force entre États, entre dirigeants, soit devenu la règle. C'est la question de se faire respecter. Tout l'enjeu que nous avons devant nous, c'est de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle en termes de sécurité, reprendre le contrôle en termes de justice, reprendre le contrôle en termes de lutte contre l'immigration clandestine. Sur tous ces sujets, si vous continuez à laisser aller, vous allez avoir des affrontements. Et vous allez avoir au bout d'un moment, les braves gens qui, ne se sentant plus protégés, ne vont plus croire en la démocratie, plus en la politique. Puis je ne voudrais pas non plus qu'ils s'organisent eux-mêmes. Et là, c'est à l'État d'assumer cette première mission, cette première fonction régalienne. Et je vais plus loin. Parce que je pense que beaucoup de politiques, dans leur tête, se sont dit « mais on ne peut pas agir ». Parce que les textes sont contraignants, les textes européens le sont encore plus. La seule façon de reprendre le pouvoir, c'est de s'appuyer sur le peuple, de faire confiance. Et de dire notamment que si vous voulez lutter contre le terrorisme islamique, si vous voulez reprendre le contrôle, notamment en matière migratoire, il faudra en passer par un référendum. Et en donnant la parole au peuple, quelques mois après l'élection présidentielle, pour dire « voilà ce que je vous propose, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous puissions nous protéger beaucoup mieux demain ?» Je vous ai choisi comme visage de la semaine. C'est le moment de vous demander quel est votre visage de la semaine. 5 soldats français qui sont morts au Mali les 28 décembre et 2 janvier dernier. J'ai pu parler quelques instants avec le grand-père de celui qui est de la région et qui commence à m'interpeller en disant « mais pourquoi il est mort là-bas ?» Bien sûr, en discutant, il m'explique que c'était sa passion d'être militaire, que de partir justement là-bas, pour lui, c'était quelque chose qui était incontournable, qui était plus fort que tout. Et la famille me disait qu'il avait envie de s'engager. Et c'est pas facile d'expliquer que le combat que l'on mène là-bas, c'est un combat pour nous protéger, nous, ici aussi. On doit expliquer quelle est la stratégie politique. Les militaires se collent à la stratégie politique. Quelle est cette stratégie politique? Et donc, il faut que les Maliens, les Africains, prennent davantage leurs responsabilités. Parce que bien sûr que nous ne pourrons pas rester éternellement. Mais ils doivent prendre leurs responsabilités pour pouvoir être davantage à nos côtés et régler aussi nombre
des difficultés qu'ils ont. Et puis on a l'Europe qui apporte aujourd'hui un soutien logistique qui doit être plus important encore, soutien aussi en matière de formation pour ne pas laisser la France seule. Mais leur combat là-bas a du sens. C'est une émission de fin de semaine, donc on a envie de savoir un peu, et justement c'est un peu dans ce que je vous disais tout à l'heure, de vous connaître un peu mieux, de savoir quand vous êtes off, quand vous prenez du temps pour vous. Moi j'ai une petite idée. Parce que j'ai vu quelques photos, vous êtes un amoureux de sport. J'ai un physique de grand sportif, ça se voit, évidemment. Évidemment. Le basket. Alors, le basket, je l'aime comme spectateur, je l'aime aussi comme dirigeant. Je suis administrateur du club de basket, mais avec mon physique, certains peuvent dire, oui, mais c'est les meneurs, les petits au basket, ils font 1m80, ils font pas 1m70. Mais là, vous êtes avec Rudy Gobert, qui est originaire de Saint-Quentin. Quel parcours. Mais aussi le foot. Oui, mais ça, le foot, j'y joue aussi. J'y joue. Alors, avec l'âge, je suis plus devenu un joueur de futsal. Et ça aussi, ça me manque. Parce que depuis maintenant des mois et des mois, avec des copains, on se retrouve le dimanche matin pour jouer au futsal. Et ça me manque à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais autrement, vous me disiez, quand on est off, c'est famille et amis. C'est vrai. Je suis très avec des moments de retrouvailles avec les copains. Et là, assis, ça limite quand même beaucoup les plaisirs. Vivement qu'on puisse se retrouver, dans tous les sens du terme. Merci beaucoup Xavier Bertrand de nous avoir accordé cet entretien. Cet entretien, il est à retrouver évidemment sur le site bfmtv.com en replay.